Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien mieux que notre club en tout cas. Donc j'ai lu ci et là de très bons retours sur les éditos que j'avais faits sur la gestion de la reprise par John Textor et la vente de l'Olympique Lyonnais, et j'en ai fait quand même pas mal. Donc en restant le plus factuel possible. Alors certains m'ont opposé, il te faudra un contradicteur, mais moi je me base sur des faits. Je fais comme en science ou en droit, je me base sur des faits et sur rien d'autre. Et aujourd'hui je me base sur un fait qui va faire... malheureusement l'effet d'une véritable bombe, malheureusement, et malheureusement, j'espérais vraiment me tromper, hein, je suis un supporter de l'OL comme tous, et malheureusement, on va vers le chemin des enfers, je le dis depuis le premier jour et ça m'amuse pas. Depuis le match Lyon-Porto, quart de finale d'Europa League, on est au courant par une annonce dans l'équipe que la banque Reine avait été mandatée par les deux associés principaux d'Olnest, à savoir IDG du côté chinois et Pathé, M. Seydo du côté français. Donc clairement, et d'ailleurs Jean-Michel Aulas depuis s'est expliqué là-dessus, il a été pris un peu en otage par ses deux autres associés. Il l'a dit récemment dans l'équipe du soir, il suffit de retrouver le propos qu'il a tenu quand il a contacté le tribunal de commerce pour obtenir le paiement des 14,5 millions d'euros que lui doit John Textor. Il a dit clairement qu'il n'a pas choisi John Textor, que c'est clairement les autres associés, IDG et Pathé, qui ont publiquement annoncé qu'elles contactaient la banque Reine pour la vente de leur part. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? On ne sait pas trop. Ça, malheureusement, il n'y a que les protagonistes qui pourront nous renseigner, mais malheureusement, on était dans le flou, et le flou commence à se dissiper. Il y a bien sûr eu l'affaire Mediapro. Il y a bien sûr eu l'affaire du Covid. Bien sûr que la troisième cause, c'est les non-qualifications successives en Ligue des Champions. Tout ça conjugué avec la construction d'un stade extrêmement coûteux. Enfin, on se répète, là, la quatrième cause, la quatrième pierre, la quatrième cornerstone de l'édifice, fait qu'au bout d'un moment, 1, 2, 3, 4, ça fait trop. Ça fait trop pour des associés. Ça augmente l'incertitude. Les deux facteurs connexes que sont le Covid et Mediapro, c'est pas de la faute de l'OL ni de Monsieur Aulas, c'est évident. Le stade et le financement du stade, clairement, et les non-qualifications européennes, évidemment, allaient de pair. On construit un stade, ça empiète au niveau sportif, on perd des joueurs comme Depay, on ne le vend pas, pardon. Comme Paqueta, comme Guimarães, on ne les remplace pas par des talents équivalents au niveau sportif. Ça fait des années que ça dure. Donc effectivement, le stade a pris le pas sur le sportif, et à partir de là, tout événement extérieur, toute externalité négative, on dirait en économie, va forcément impacter. Le moindre aléa négatif a forcément une conséquence dramatique. C'est comme l'État-providence, le système, les économistes se battent là-dessus. Quand le général de Gaulle, au lendemain de la guerre, dans le gouvernement provisoire, instaure un régime par répartition des retraites et une sécurité sociale, ça ne peut marcher que si vous avez un fort taux de croissance et un plein emploi. À partir du moment où vous n'avez plus de plein emploi et que la croissance dégringole et que la démographie augmente, ces trois facteurs connexes fait que votre système court à sa perte. Alors, il ne l'avait peut-être pas anticipé, mais c'est exactement pareil économiquement. Les systèmes trop gros, une sorte d'état-providence malheureusement, ou construction d'un stade trop gros par rapport au patrimoine capitalistique, si vous avez le moindre aléa, ça va dans le mur. Bon, j'ai fait un petit cours d'économie rapide, je m'y connais quand même bien en économie, donc là-dessus je peux en parler. La finance, c'est pas mon domaine. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il s'est passé quelque chose d'assez simple et qui est incontestable. On apprend par le Financial Times que John Textor va lancer un appel d'offres pour la revente d'un stade de l'Arena, qui n'est pas encore ouvert concrètement, à hauteur de 40% à 100%. Donc voilà, donc ça commence, c'est ce qu'on pensait avec Thomas, la vente pièce par pièce. Donc voilà. Après la vente de la section féminine, voilà, donc on commence petit à petit. Tout ça pourquoi ? Parce que il a besoin de fonds. Alors il dit, il y a trop d'immobilier, il y a trop d'infrastructures sur ce club, on a besoin de centraliser le patrimoine autour de l'argent. Donc pourquoi pas, voilà. Donc surtout, Iconic Sport demande un remboursement assez rapide de 75 millions d'euros, a priori, c'est ce que j'ai lu sur le Financial Times. Donc les les prêteurs, on va pas dire les actionnaires, ça n'a rien à voir, ils sont pas dans le capital. Les prêteurs
deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis de John Textor. C'est ce que j'avais dit dans un édito il y a 4-5 mois. À un moment donné, quand vous multipliez les prêteurs et qu'il n'y a pas d'issue de dividendes possible sur cette opération, les prêteurs s'impatientent et deviennent beaucoup plus agressifs. Et donc, voilà, John Textor aujourd'hui a annoncé des choses assez simples. La première, c'est un appel d'offres pour la revente de 40 à 100% de l'Arena qui sera ouvert en fin d'année. La deuxième, c'est un appel à Goldman Sachs, donc la banque d'affaires, à hauteur de 300 millions d'euros de prêts contre le nantissement, alors l'hypothèque plutôt, du stade. C'est énorme. Ça, c'est une bombe. Ça veut dire qu'il a besoin d'argent frais. L'argent frais, s'il n'est pas remboursé, ça veut dire que Goldman Sachs va récupérer le stade. Ça s'appelle une hypothèque. Donc, toutes les hypothèses que j'ai formulées, désolé, et Thomas et d'autres, Constant, ne pouvaient être que catastrophiques. Malheureusement, on le voit aujourd'hui. Donc, il y en a qui me disent « Ouais, mais John Textor, on y croit. » Mais c'est impossible. C'est scientifique comme 1 plus 1 font 2. C'est scientifique qu'ils n'avaient pas d'argent. Même Jean-Michel Aulas a dit qu'il n'y avait plus de société derrière pour nantir en cas de défaillance de l'achat du club. Et il s'en est rendu compte, Jean-Michel Aulas, entre juin et décembre 2022, il l'a dit à l'équipe du soir. Donc quand vous vous retrouvez sur ce principe, il fait de la capitalisation sauvage, John Textor. Il joue à j'ai 2 billes là, je les mets là, je les finance, je les garantis, je mets un nantissement ou une hypothèque derrière. En fait, il fait des jeux de chaises musicales sur de l'argent qu'il n'a pas. Donc en fait, c'est extrêmement périlleux. Son pari, c'est d'ici 1 an et demi, et c'est ce qu'il a vendu, c'est de trouver des jeunes joueurs pas chers sur des ligues inférieures ou moins connues, et puis de trouver les pépites de demain. Type Mahamadou Diarra quand c'était en Crète, vous vous en souvenez, et puis que derrière vous le revendez au Real Madrid. Donc cette hypothèse est risquée parce que le marché est de plus en plus scouté par les gros clubs, concrètement. C'est de plus en plus périlleux parce que ça marche de moins en moins. Voilà, donc désolé pour le bruit derrière. Donc ça devient quasi impossible à tenir comme hypothèse, en fait, son raisonnement. Donc allez lire l'article de Financial Times qui reprend un peu de partout. John Textor n'a pas d'argent. Ses associés, ou plutôt ses prêteurs, sont de plus en plus exigeants. Donc aujourd'hui, voilà, on se dirige vers une hypothèque du stade, une mise en place d'une hypothèque, c'est-à-dire que non-remboursement des 300 millions d'euros, récupération par Goldman Sachs. Il voudrait également ouvrir l'actionnariat sur la bourse américaine pour lever des fonds. Voilà, donc vous vous retrouvez avec tout un tas de facteurs connexes qui nous mènent à l'enfer sportif inéluctablement. Voilà, c'était un petit peu long, désolé en tout cas. J'ai fait 7-8 minutes comme ça à chaud, c'est un petit édito. Ça confirme que tout s'est mal encheminé depuis le début et je vais pas remettre la faute sur Jean-Michel Aulas. Oui, il aurait dû vendre avant, mais effectivement, il n'est pas responsable du choix de ce repreneur parce qu'il a raison. C'est un choix validé par la banque Reign, j'en suis convaincu. D'ailleurs, c'est ça. Il perdait la primeur de l'achat. Par contre, Jean-Michel Aulas a repoussé parce qu'il a vu que l'action, il n'y avait que lui qui était engagé. Il lui a donné des délais supplémentaires entre septembre et décembre 2022 parce qu'en fait, le droit de préemption, il le perdait, clairement, d'être prioritaire sur l'achat. Il lui a donné 3 mois de plus, ça s'est fait. Bon, voilà. Après, moi, je suis quand même extrêmement étonné que des banques comme Reign, qui sont quand même à la réputation solide, valident des jeux hasardeux de financiers qui n'ont pas d'argent. Lui, il a validé un projet d'acheter des joueurs pas chers et de les revendre chers. C'est assez hallucinant. On va dans le mur, clairement, on va dans le mur. On n'a pas 1 an et demi, il n'y a plus d'argent sur les comptes. C'est aussi pour ça que Jean-Michel Aulas s'est précipité de faire son action au tribunal de commerce parce qu'il est en panique totale. Il a dit « J'ai pas été inspiré pour les reprises de novembre 2024 sur les 2 tiers restants de ces 8%. » Effectivement, je pense qu'il lui aussi il est en panique, il a peur. Il a peur pour son club, il a peur pour l'avenir de son club. Et franchement, c'est quelqu'un qui a l'expérience, il le sait, financièrement, c'est pas viable cette opération. Malheureusement, on se retrouve dans la même position que Bordeaux avec King Street Hedge Fund, la même après la vente du groupe RTL à Bordeaux, auprès de King Street. Ça s'est très mal fini. Ensuite, M. Lopez a racheté le club, c'était déjà entendu l'affaire. Cette affaire de club de rachat par John Textor, de toute façon, est vouée à l'échec et ne pourra pas durer. Maintenant, on le sait, c'est officiel. Voilà, je vous laisse lire toute la littérature de presse autour de ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la banque ou des études de banque ou de financement pour le comprendre. On est mal. Il va lever des fonds certainement l'an prochain auprès de la bourse américaine, il va essayer. Il est en train d'hypothéquer le stade. Hypothéquer le stade, c'est une catastrophe. Il a rien, il n'a pas d'argent, on le sait.
Donc quand il nous dit s'il n'y a pas eu la DNCG, j'aurais pu acheter des joueurs à 50-60 millions, mais la DNCG n'a pas mis un stop par hasard. C'est lui qui vous le fait croire ça. Il y en a qui l'ont cru, mais c'est dingue de le croire, les mecs, arrêtez. Ça, c'est dingue qu'il y ait des mecs qui le croient. Je sais qu'on vit de rêves, mais avec John Textor, il n'y aura jamais de rêve. La DNCG, c'est des professionnels de la finance, c'est des professionnels avec des experts comptables, des commissaires aux comptes, ils n'ont pas dit stop à l'OL par hasard. Rendez-vous compte. Voilà. Donc Jean-Michel Aulas, force est constater qu'il avait raison. Moi, je l'avais vu très très vite, l'affaire de Textor. J'ai dit, mais comment il finance? Il a 13 financiers derrière et tout, ça marche pas. Maintenant, chacun se fait son opinion. Moi, je me base sur des faits. Si vous voulez ne pas apprécier, n'appréciez pas. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.